Bonjour, bienvenue dans votre bulletin géopolitique pour la semaine du 5 au 11 août 2024. Nous commençons avec la Turquie qui a annoncé son intention de développer un système de défense aérienne multicouche nommé Dôme d'acier qui est inspiré du célèbre dôme de fer israélien. Cette décision a été prise lors d'une réunion du comité exécutif de l'industrie de défense qui a été tenue mardi 6 août au palais présidentiel d'Ankara sous la présidence d'Erdogan. Selon un communiqué de la présidence turque, le programme Steel Dome sera conçu entièrement avec des ressources nationales. Il visera à intégrer plusieurs couches de systèmes de défense aérienne, capteurs et armes dans une structure en réseau. Ça permettra une vision en temps réel soutenue par l'intelligence artificielle. La réunion a aussi abordé d'autres projets, notamment le développement du Kaan, le premier avion de combat national turc, et l'acquisition de drones de combat tels que le fameux Bayraktar TB3, qui a fait tant de mal aux Russes au début de la guerre en Ukraine, Akinci, Aksungur, ainsi que des bateaux drones kamikazes pour la marine. D'autres sujets ont inclus la modernisation des chars et avions de chasse turcs avec des technologies nationales là aussi, le développement de moteurs et de systèmes de transmission nationaux, ainsi que l'achat de véhicules blindés, de petits bateaux et de remorqueurs côtiers. Donc on constate que l'effort turc pour continuer à faire grossir et développer leur complexe militaro-industriel national sont en cours et continuent à avancer très bien. On sait que c'est une des priorités d'Erdogan pour obtenir une indépendance, une souveraineté militaire et ne plus dépendre notamment des Occidentaux. Mercredi, des affrontements dans la province de Der Erzour dans l'est de la Syrie ont fait au moins 2 morts. Ces violences sont opposées des combattants tribaux arabes soutenus par le régime d'Assad et l'Iran aux forces démocratiques syriennes dirigées par les Kurdes et appuyées par les États-Unis. Il s'agit de la plus grave escalade de violence entre les tribus et les forces démocratiques syriennes depuis 11 mois. Les forces démocratiques syriennes, donc dominées par les Kurdes, contrôlent la majeure partie du nord-est de la Syrie, le Rojava, depuis la défaite territoriale de l'État islamique en 2019. Les unités de protection du peuple, YPG, qui sont la composante kurde, constituent l'essentiel de ces forces démocratiques syriennes, mais les groupes arabes syriens jouent aussi un rôle dans le maintien de l'ordre dans les zones à majorité arabe. En septembre dernier, le conseil militaire de Der Ez-Zor, composé de combattants tribaux, s'est rebellé contre les FDS après l'arrestation de leur commandant, Ahmed Al-Koubali. Les FDS l'ont accusé d'abus de pouvoir, trafic de drogue et de collusion avec le régime syrien tout en négligeant la menace persistante de l'État islamique dans la région. Depuis lors, des affrontements sporadiques se poursuivent entre les combats tribaux, désormais dirigés par Ibrahim Al-Hafil et les forces démocratiques syriennes, en tout cas le reste des forces démocratiques syriennes, de l'autre côté. Donc on voit toujours côté Orient compliqué, mais enfin disons que ces forces-là, le gouvernement de Bachar al-Assad qui essaie, en stimulant le nationalisme arabe contre les Kurdes, avec l'aide de l'Iran pour repousser les Kurdes. Et il semble aussi que dans ce petit calcul, il y ait une complicité turque qui est également intéressée à voir affaibli les YPG. Syrie toujours, samedi la semaine dernière, j'avais pas eu l'information, la Russie a annoncé l'établissement d'une nouvelle base militaire dans la région d'Ain al-Arab en Syrie. En réponse, le ministère turc de la Défense a affirmé jeudi 8 août qu'il considérait cette initiative comme un affaiblissement de la présence de l'organisation terroriste PKK YPG dans la région. La Turquie perçoit toujours les forces démocratiques syriennes précisément comme une extension du Parti travailleur des Kurdistan, le PKK, et donc également comme terroristes et dont ils cherchent à se prémunir. Selon la chaîne turque TRT, le ministère de la Défense turc voit la création de cette base russe comme une étape dans la mise en œuvre des accords conclus avec les États-Unis et la Russie qui visent à déplacer les éléments terroristes vers une zone spécifique en laissant en gros une zone tampon à la frontière turque. Le ministère a également souligné que toute action prise dans ce cadre depuis la signature des accords est jugée positive, l'essentiel pour la Turquie étant la sécurité de ses frontières et de sa population. Donc là aussi, la Turquie est capable de collaborer, y compris avec les Russes et encore une fois l'État syrien, pour régler son problème, ou ce qu'il perçoit comme un problème kurde. On part en Libye, où jeudi, le Haut Conseil d'État, basé à Tripoli, qui agit comme un Sénat, et qui gouverne l'ouest de la Libye, a exprimé sa grande inquiétude face aux récentes mobilisations militaires des forces de Khalifa Haftar dans le sud-ouest de la Libye. Ces mouvements, selon le Haut Conseil d'État, visent clairement à renforcer l'influence de Haftar, à étendre son contrôle sur des zones stratégiques à la frontière avec les pays voisins.
Le Haut Conseil d'État a averti que ces actions pourraient raviver les affrontements armés et menacent directement le cessez-le-feu de 2020, compromettant ainsi les efforts de réunification de l'institution militaire et risquant de faire échouer le processus politique en cours. On sait bien que Haftar n'en veut pas de cette réunification si elle doit se faire à son désavantage. L'Ouest libyen est désormais en proie à une agitation croissante, certains percevant cette mobilisation des forces de Haftar comme un prélude à une éventuelle offensive sur Tripoli. L'objectif de cette mobilisation semble être la prise de l'aéroport de Ghadamès, qui est situé à 650 km au sud-ouest de Tripoli, donc loin dans les terres, et actuellement contrôlé par le gouvernement d'union nationale. La capture de Ghadamès par les forces pro-Haftar, une zone stratégique à l'intersection des frontières de la Libye avec l'Algérie et la Tunisie, serait perçue comme une rupture du cessez-le-feu de 2020 entre le gouvernement d'union nationale et Haftar. Mardi, les forces dirigées par Saddam Haftar, le fils du maréchal Haftar, je lui ai parlé de lui ces dernières semaines, ont annoncé une opération globale visant officiellement à sécuriser les frontières sud du pays et à renforcer la stabilité dans ces zones stratégiques. Elles ont également mentionné le déploiement de patrouilles pour surveiller la bande frontalière avec les pays voisins, notamment le Soudan, le Tchad, le Niger, l'Algérie et la Tunisie. Vous vous souviendrez sans doute qu'au cours de l'année 2019, les Libyens du maréchal Haftar, du côté de maréchal Haftar, était en guerre, il y a eu une guerre civile et Haftar avait essayé de s'emparer de la totalité du pays. Malheureusement, la Libye, ceux qui connaissent un peu la Seconde Guerre mondiale le savent, c'est essentiellement une bande côtière avec d'un côté la mer, de l'autre le désert. Et donc, souvent, l'histoire militaire des conflits dans cette zone-là sont marquées par des avancées et des reculs d'un côté et l'autre, parce que, en réalité, les deux endroits vraiment peuplés, la zone de Tripoli et la zone de Benghazi, sont très éloignés. Et donc, chaque fois qu'on se dirige d'un côté vers l'autre, on est contraint de s'éloigner très fortement de ses bases. Et donc, au fur et à mesure que celui qui vient de Tripoli approche de Benghazi et inversement, il s'éloigne de ses propres bases, alors que l'autre est de plus en plus près de ses propres bases, et donc ça la renforce, et ça crée cette difficulté un petit peu stratégique, ce qui conduit souvent à des impasses. Ça a été le cas donc de ces allers-retours pendant la Seconde Guerre mondiale, ça a été le cas de ce conflit par Haftar, qui avait donc échoué à l'époque, mais depuis, comme j'en ai parlé ces dernières semaines, il semble qu'il se soit pas mal rééquipé, notamment en matériel russe et en aide russe. Il y a peut-être des gens de Wagner aussi qui sont là-dedans, et donc il est peut-être temps pour Haftar de passer à l'offensive dans l'ouest libyen, peut-être avec la bénédiction et vraisemblablement d'ailleurs avec la bénédiction de Poutine, afin qu'il est toujours content quand il voit un nouveau front s'ouvrir dans la lutte mondiale, qui nécessiterait notamment l'intervention des Occidentaux, en particulier de l'OTAN. Proche-Orient, samedi, le Hezbollah a lancé plusieurs drones explosifs en direction du nord d'Israël en réponse à une frappe israélienne qui avait tué un commandant du Hamas au Liban. Selon le Hezbollah, les drones visaient la base militaire de Mijve Alon, près de Magar, que le groupe considère comme un site de rassemblement et un dépôt de munitions pour les forces de défense israéliennes. Le Hezbollah précisait avoir déployé des escadrons de drones. L'armée israélienne a quant à elle lancé une nouvelle série de frappes aériennes dans le sud du Liban, visant le quartier de Tar al-Anbal à Oula et le centre de Tahrir Arfa, selon l'agence nationale de presse libanaise. Ces attaques surviennent dans un contexte toujours, bien sûr, j'en parle, je ne cesse de le répéter, de tensions croissantes entre le Hezbollah et les forces armées israéliennes. En fin de journée, jeudi 8 août, Benjamin Netanyahou a accepté ou indiqué qu'il acceptait de rouvrir les discussions en vue d'une trêve dans la bande de Gaza et la libération des otages retenus par le Hamas. Ces négociations débuteront à partir du 15 août, évidemment si les Israéliens n'ont pas buté le nouveau chef du Hamas d'ici là, ce qui serait compliqué pour poursuivre les négociations. Le chef des rebelles Houthis au Yémen, Monsieur Houthi, a réaffirmé la menace d'une riposte inévitable à l'attaque israélienne du 20 juillet contre le port de Hodeïda contrôlé par les Houthis. J'en avais parlé ici. C'était la suite à une attaque menée de drones qui avait tué un Israélien à Tel Aviv par les Houthis justement. Mais comme pour l'Iran, cette riposte naturellement se fait attendre. On imagine qu'il y a un effort de coordination qui est en train de se mettre en place. En même temps, les Iraniens s'inquiètent de déclencher une guerre dans laquelle les États-Unis intervendraient et qu'ils craindraient de perdre. Par ailleurs, l'information n'a pas été confirmée
ni par le Kremlin ni par Téhéran, mais selon Reuters, l'Iran serait sur le point de fournir à la Russie des centaines de missiles balistiques pour soutenir son effort de guerre en Ukraine. D'après les sources de renseignement européennes, un contrat aurait été signé entre les deux pays le 13 décembre dernier qui prévoirait la livraison d'un missile FAT-360 et d'un autre système balistique iranien. Actuellement, plusieurs dizaines de militaires russes se trouveraient en Iran pour se former à l'utilisation de ce système capable de tirer des missiles avec une portée d'environ 120 km, donc une portée assez courte, et une ogive de 150 kg. Bien que la Russie dispose déjà d'un arsenal de missiles balistiques, ces livraisons iraniennes permettraient à l'armée de Vladimir Poutine de préserver ses modèles longue portée, notamment les Iskander, pour des cibles éloignées, parce que c'est vrai que pour des cibles plus proches, c'est du gaspillage, des zones de combat. Si cette information confirme, elle représenterait, selon un porte-parole du Conseil de la sécurité nationale des États-Unis, une escalade dramatique du soutien allié de l'Iran à la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine. Bien sûr, ça n'est que la suite des drones Shahid, etc. Mais ce qu'on voit, c'est que avec ça, avec l'intervention des Russes qui sont venus en Iran aussi, qui aurait semble-t-il amené des systèmes S-400 pour que l'Iran se prépare à éventuellement subir des bombardements américains en représailles de leurs propres représailles éventuelles envers Israël, on voit que de plus en plus il y a une mise en réseau des fronts de manière très claire, c'est ce qui était attendu, mais voilà, la guerre, la confrontation mondiale monte en intensité avec ce réseau qui se resserre et qui accroît les risques d'explosion ici ou là. Les experts américains estiment par ailleurs que l'Iran est désormais mieux positionné pour relancer son programme d'armement nucléaire grâce aux recherches qu'il a menées, selon un rapport du Wall Street Journal publié vendredi. La directrice du renseignement national, Avril Haines, a averti le Congrès le mois dernier que l'Iran avait entrepris des activités qui le mettent en meilleure position pour produire un dispositif nucléaire s'il choisit de le faire. Je pense que j'en avais parlé. Le Wall Street Journal a en outre souligné que le rapport omettait la déclaration habituelle des services de renseignement américains qui affirmait que Téhéran ne mène pas actuellement les activités clés nécessaires au développement d'armes nucléaires, ce qui laisse penser que désormais il les mène. Un responsable américain a toutefois indiqué que la communauté du renseignement ne croit pas que l'Iran ait encore décidé de fabriquer une bombe, mais que les recherches en cours pourraient faciliter cette option si elle était choisie. Il est vraisemblable que les Iraniens sont de plus en plus sous pression pour fabriquer justement leurs bombes, parce que si jamais ils entrent en conflit avec les États-Unis à la suite d'un dérapage autour d'Israël, ils risqueraient de voir détruite la plupart de leurs installations. Donc ils ont tout intérêt à essayer de se sanctuariser en urgence. Une des grandes questions étant de savoir si les Russes les aideront aussi dans ce domaine-là. Le mois dernier, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken avait averti que l'Iran pourrait désormais produire suffisamment de matière fissile pour une bombe atomique en 1 à 2 semaines, tout en précisant qu'aucune décision n'avait été prise pour assembler une arme. Il avait également affirmé que les États-Unis ne permettraient pas à l'Iran d'acquérir une arme nucléaire tout en privilégiant la voie diplomatique pour empêcher ce scénario. Mais privilégier ne signifie pas exclure les autres voies, n'est-ce pas ? Et toujours les Russes d'ailleurs, en Azerbaïdjan, le secrétaire du Conseil de sécurité russe, Sergei Shoigu, a rencontré le président azerbaïdjanais Aliyev à Bakou, a annoncé le bureau présidentiel azerbaïdjanais le 6 août. Selon les informations disponibles, l'Azerbaïdjan aurait accepté de retirer sa demande concernant le corridor de Zangezur à travers le sud de l'Arménie, supprimant ainsi un obstacle majeur à la signature de l'accord de paix avec l'Arménie. Donc il semble qu'il y ait eu une pression russe dans ce sens-là qui a été plus convaincante que les pressions iraniennes. On rappellera que la création d'un corridor sous contrôle russe reliant l'Azerbaïdjan continental à son enclave du Nakhichevan faisait partie de l'accord de cessez-le-feu de 2020 qui avait mis fin à la deuxième guerre du Haut-Karabakh, mais l'Azerbaïdjan a violé cet accord en imposant un blocus au Haut-Karabakh fin 2022 et en reprenant le territoire par la force en 2023, ce qui fait qu'on ne sait pas quelle est la position des Russes toujours sur ce corridor, est-ce qu'elle se maintient. En Tunisie, le Premier ministre Ahmed Hachani a été démis de ses fonctions mercredi 7 août au soir, sans explication officielle, et remplacé par Kamel Madbouri, le ministre des Affaires sociales récemment nommé, selon un communiqué de la présidence de la République. Kais Saied, désormais, fait comme le président français, il se débarrasse de ses premiers ministres quand il n'en veut plus, comme ça. Afrique toujours, l'armée américaine a terminé son retrait du Niger en fermant la base aérienne 201 à Agadez avec plus d'un mois d'avance sur le calendrier prévu avec la junte en place à Niamey. On part en Amérique du Sud où le président vénézuélien Nicolás Maduro, dont la réélection est toujours contestée, a rejeté toute forme de négociation avec la chef de l'opposition Maria Corina Machado en affirmant qu'elle devait rendre des comptes pour les crimes commis. Lors d'une déclaration aux journalistes à la fin de sa convocation devant la Cour suprême, où il a demandé la validation de sa victoire à l'élection du 28 juillet, il a précisé, je cite, « La seule personne qui doit négocier avec Mme Machado est le procureur général ».
Plus tôt, Mme Machado, qui est leader donc de la plateforme unitaire et de l'opposition, avait proposé des garanties et sauf-conduits au président Maduro en échange de son départ volontaire du pouvoir, selon un entretien accordé à l'AFP. Edmundo González Urrutia, le candidat perdant mais déclaré vainqueur par un certain nombre de pays voisins, convoqué mercredi, a décliné de se rendre au tribunal en affirmant sur X qu'il risquait non seulement sa liberté, mais aussi, plus important, la volonté du peuple vénézuélien exprimée lors du scrutin du 28 juillet. Il craignait en effet d'être arrêté. En effet, 2 autres leaders de l'opposition, Williams Dávila et Américo de Grazia, ont été arrêtés, ont annoncé jeudi les familles concernées et la coalition de l'opposition, cette dernière dénonçant une escalade de la répression. Maria Corina Machado et Edmundo González Urrutia sont quant à eux en fuite depuis plus d'une semaine, la première exprimant même des craintes pour sa vie. Jeudi soir, Maduro a également annoncé la suspension du réseau X pour 10 jours, une décision mise en œuvre vendredi soir. Il a déclaré, je cite, « Personne ne me fera taire, je vais affronter l'espionnage de l'empire technologique. Elon Musk a violé toutes les règles de Twitter, devenu X, en incitant à la haine et au fascisme. » Je trouve ça assez amusant qu'on trouve dans la bouche de Maduro exactement la même chose qu'on trouve souvent en Occident à l'encontre de Musk, ce qui fait poser des questions sur la légitimité et le fonctionnement de nos propres médias. De nouveaux sondages publiés samedi aux États-Unis montrent que Kamala Harris devance Donald Trump dans 3 États cruciaux, des swing states renversant ainsi la tendance des mois précédents. Cela survient alors que la campagne républicaine semble perdre son élan, tandis que le camp démocrate bénéficie d'un regain de dynamisme, tout simplement la nouveauté, l'actualité, le repli de Biden, la convention démocrate, tout ça effectivement relance la candidature démocrate. Au Royaume-Uni, des manifestations des militants d'extrême droite sont intensifiées depuis plus d'une semaine, devenant de plus en plus violentes. Ces troubles, qui ont été déclenchés par le meurtre des 3 fillettes à Southport le 29 juillet, sont toujours, d'après les médias français, exacerbés, les médias français aussi les médias britanniques, exacerbés par une désinformation virale sur les réseaux sociaux et un climat toxique autour des questions d'immigration. Des villes comme Liverpool, Manchester, Hull, Blackpool, Rotterdam, Bolton et Belfast ont connu des violences, notamment xénophobes et anti-musulmanes, le samedi 3 et le dimanche 4 août. Effectivement, il y a eu des attaques de mosquées, il y a eu aussi un hôtel vandalisé alors qu'il accueillait des demandeurs d'asile, et ces violences sont problématiques. Mais depuis une semaine, plus de 300 personnes ont été arrêtées, dont 150 durant le week-end, et face à cette situation, le gouvernement a convoqué une réunion d'urgence lundi dernier pour apporter une réponse appropriée. Les discussions du 10 Downing Street ont largement porté sur la responsabilité des réseaux sociaux dans la propagation des violences. Et donc vous voyez, c'est quand même très amusant de voir que vous avez la même chose qui est dite au Royaume-Uni à propos des manifestations, qui là sont d'extrême droite, et Maduro qui dit que les manifestations en face de lui sont d'extrême droite et sont fascistes. Je trouve ça extrêmement intéressant ce parallèle. D'autant plus que quelle est la désinformation ? Ce que dit l'article de France 24, c'est que vous aviez la désinformation, c'est que, en gros, l'extrême droite a dit que les petites filles avaient été tuées par un migrant au couteau qui descendait de son bateau. Et les médias britanniques expliquent qu'en fait, c'est pas vrai du tout, qu'il est né à Cardiff, l'agresseur, et que donc il descendait pas de son bateau, c'était pas un migrant. Mais en fait, c'est un fils d'immigrés rwandais, clairement, donc c'est pas un Gallois, hein, pas un Gallois de souche. Et donc il y a bien un lien entre l'immigration puisqu'il est fils d'immigrés rwandais, donc c'est cette immigration des 30 dernières années. Les gens qui sont hostiles à l'immigration en Grande-Bretagne, ce sont les gens qui sont hostiles à cette immigration de masse qui a depuis 30-40 ans. Donc il est évident que cette désinformation, elle a pratiquement rien changé. Il descendrait du bateau ou pas, c'est toujours le fait que c'est quelqu'un de la population d'origine immigrée extra-européenne qui a commis ces meurtres en Grande-Bretagne. Avec cette idée finalement du toujours les mêmes, hein, c'est ça qu'il y a chez... et donc tout ce travail médiatique qui est fait chez nous est extrêmement inquiétant, parce que sous couvert de fact-checking, en réalité on crée des fausses nouvelles, et ça de la fausse nouvelle, ce serait que en gros tout le combat, toutes ces manifestations contre l'immigration seraient intégralement manipulées et n'auraient pas lieu s'il n'y avait pas de désinformation, alors que la désinformation n'est qu'extrêmement marginale sur des points de détail, et que c'est pas ça qui change le mouvement. Et donc ça, c'est très très problématique, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de prise de conscience politique et médiatique de la crise, et ça risque pas d'aider à la résoudre, malheureusement. Et encore une fois, il y a quand même ce parallèle qui est quand même inquiétant, qui fait mal avec Maduro exactement en même temps. Quand vous faites la même chose que le dictateur en face, c'est quand même qu'il y a un problème.
En Europe toujours, mais côté front ukrainien, l'incursion ukrainienne en cours au nord de Soumy, dans la région russe de Koursk, soulève de nombreuses interrogations, avec des réponses qui se font attendre en raison de la discrétion et parfois de la confusion qui règne des deux côtés. Je pense que j'en aurais parlé dans mon live d'ici que vous voyez ce bulletin, donc je renvoie à ce que j'y dirai. Lundi à Tokyo, le Nikkei a connu sa pire journée en 37 ans, chutant de 12,4% en raison de la hausse des taux d'intérêt japonais et des inquiétudes concernant l'économie américaine. Avant le week-end, l'indice de la bourse de Tokyo avait déjà perdu 5,8% et depuis son plus haut historique début juillet, le Nikkei a reculé de près de 25%. Cette baisse a entraîné un plongeon généralisé sur les marchés asiatiques avec Taïwan et Séoul. Ça s'est ensuite propagé à l'Europe, aux États-Unis. Alors, je ne suis pas un grand expert en matière économique, mais il semble, d'après ce que j'ai compris comme explication le plus généralement partagée, que la hausse que les Japonais sont habitués à utiliser en fait leur yen bon marché pour emprunter du yen bon marché et l'utiliser pour acheter à l'étranger, même cher avec un yen bon marché, mais comme il l'emprunte à taux bas, ça les gêne pas, pour acheter des actifs très rentables à l'étranger, notamment dans la tech. Et ça permet en fait au Japon de maintenir aussi son économie en étant un des gros actionnaires mondiaux finalement. Le problème étant que la banque japonaise a remonté ses taux, donc c'est moins facile pour les Japonais d'investir de la sorte, et donc forcément ça fait baisser la demande sur ces valeurs-là. Voilà ce que j'ai compris. Je pense malgré tout que tout ceci est aussi en lien avec l'état de l'économie au Japon et le vieillissement de la population au Japon, qui est de moins en moins capable de générer de la richesse par le travail de ses actifs, qui sont de moins en moins nombreux, et qui doit compter là-dessus sur du travail de rente en fait ou d'investissement à l'étranger. Donc dès que ce système se paralyse, ça met un gros bazar. C'est comme ça que je le comprends en tout cas, et donc ça ne devrait pas s'arranger à long terme, parce qu'encore une fois, le grand drame, la grande urgence de notre société actuelle, ça devrait être la dépopulation. Et à peu près tout le monde s'en fout. Au Bangladesh, le président de la Cour suprême, affilié à l'ancien régime renversé par un soulèvement populaire, a démissionné le samedi 10 août sous la pression des manifestants, selon les médias locaux. Cette démission intervient alors que Mohamed Younous, le chef du gouvernement intérimaire, nommé par les militaires pour préparer la transition démocratique, Mohamed Younous est connu, il a des prix Nobel de la paix, notamment pour son action dans le microcrédit. Il occupe aujourd'hui le poste de conseiller en chef dans ce gouvernement intérimaire qui constitue principalement de civils, à l'exception d'un général de brigade à la retraite, et qui a exprimé son souhait d'organiser des élections d'ici quelques mois. Asif Nazrul, leader étudiant de la contestation et membre du nouveau gouvernement de Mohamed Younous, a déclaré à la presse « Personne ne devrait entreprendre quoi que ce soit qui puisse mettre en opposition la Cour suprême avec le soulèvement des masses, des étudiants et du peuple. » On reconnaît un certain vocabulaire révolutionnaire. La communauté hindoue, minoritaire dans ce pays à majorité musulmane, est actuellement visée par une vague de violences inquiétantes. Le Conseil d'unité hindoue, bouddhiste et chrétien du Bangladesh a signalé des attaques dans 45 des 64 districts du pays. Des maisons, commerces et temples hindous ont été vandalisés, entraînant la mort d'un enseignant et faisant au moins 45 blessés. Cette montée en violence a poussé des centaines d'hindous à tenter de fuir vers l'Inde voisine, sans succès. Craignant des représailles, la police reste sur le qui-vive, tandis que les policiers indiquaient qu'ils refusaient de reprendre le travail tant que la sécurité ne serait pas assurée dans le pays. Je trouve quand même assez bizarre que la police veuille pas travailler en raison de l'insécurité. On se demande sur qui ils comptent pour la rétablir. Les étudiants qui étaient des révolutionnaires hier donc se retrouvent aujourd'hui à jouer le rôle de gardien de la paix à la place de la police. C'est toujours pareil ce qui se passe dans les mouvements révolutionnaires, Defund the Police, c'est la même chose. C'est en fait, le risque c'est que ces milices étudiantes, on verra si elles se comportent comme des gardes rouges, et jusqu'ici il y a des endroits où ça a l'air d'être le cas, prennent le pouvoir à la place des pouvoirs constitués. L'éviction de l'ancienne première ministre bangladesh, donc Sheikh Hasina, avec laquelle l'Inde avait développé des relations étroites, représente un revers stratégique pour New Delhi, qui pourrait voir son influence diminuer dans le pays qui était son plus fidèle allié en Asie du Sud-Est. La chef du principal parti d'opposition, le Parti nationaliste du Bangladesh, Khaleda Zia, a été libérée après plusieurs années d'assignation en résidence. Sheikh Hasina, quant à elle, avait su maintenir un équilibre efficace entre les intérêts chinois et indiens, ce qui était perçu positivement en Inde. En revanche, le Parti nationaliste du Bangladesh est considéré comme pro-chinois, le Bangladesh est vu comme un acteur clé pour limiter l'expansion de l'influence chinoise dans la région Indo-Pacifique. Je l'ai déjà dit la semaine dernière, mais je le répète, c'est quand même très important.
En novembre dernier, une administration pro-chinoise a notamment aussi pris le pouvoir aux Maldives, archipel de l'océan Indien, donc petit à petit, l'Inde se sent complètement encerclée par la puissance chinoise. Vendredi 9 août, les gardes-côtes des Philippines et du Vietnam ont réalisé leurs premiers exercices conjoints au large de Manille, marquant une première pour les deux nations qui sont en conflit maritime avec Pékin en mer de Chine méridionale. Lors de la visite du président philippin Ferdinand Marcos au Vietnam en janvier dernier, les deux pays avaient convenu de renforcer leur coopération en mer de Chine méridionale et de résoudre pacifiquement les incidents maritimes. Donc ceci avance. Les Philippines ont par ailleurs accusé samedi l'armée de l'air chinoise de harceler un de leurs avions de transport tactique lors d'un vol au-dessus d'un récif disputé en mer de Chine méridionale. Selon le général Romeo Browner, chef d'état-major philippin, 2 avions chinois auraient effectué une manœuvre dangereuse vers 9h du matin, lançant des fusées éclairantes devant l'appareil. Cet incident aurait eu lieu jeudi au-dessus du récif de Scarborough, d'après le communiqué officiel. Voilà les actualités qui me semblent saillantes cette semaine. Il y aura peut-être et probablement même un certain nombre de détails sur d'autres choses que j'aurais dites dans le live. Je vous dis à bientôt pour d'autres formats et vous laissez pas faire.